Bienvenue dans le débat de France 24. Parlez à des experts militaires en ce moment et vous aurez souvent la même mise en garde. C'est de la vie générale, le point chaud de la planète, la péninsule coréenne. Une zone officiellement encore en guerre et fortement nucléarisée. Surtout avec l'envoi ces derniers jours d'un porte-avions américain dans la région pour dissuader Pyongyang de poursuivre ses tirs de missiles à intervalles réguliers. Pas sûr que ça suffise à éviter l'embrasement. Au contraire, Elliot Samuel. L'avancée des navires américains vers la Corée du Nord se poursuit et la colère monte dans la péninsule coréenne. Le ministère des Affaires étrangères nord-coréen se dit prêt à répondre face à l'avancée d'un porte-avions américain, parlant même de guerre. Nous ne supplierons jamais pour la paix. Nous contre-attaquerons de la manière la plus dure possible ceux qui nous provoquent et nous nous défendrons avec des forces armées puissantes. L'inquiétude grandit face à la possibilité d'un nouvel essai nucléaire de Pyongyang à l'approche de nombreuses commémorations ce mois-ci. Il est possible que la Corée du Nord puisse mener de plus importantes provocations, comme des tests nucléaires, qui coïncideraient avec différents anniversaires, comme celui de l'Assemblée populaire suprême. Ce lundi, des responsables sud-coréens et chinois se sont rencontrés pour évoquer la question nord-coréenne. Et les deux pays comptent bien travailler ensemble pour trouver une solution. Les deux parties sont d'accord que malgré les avertissements de la communauté internationale, si la Corée du Nord fait des provocations comme des tests nucléaires ou des lancements de missiles intercontinentaux, il devra y avoir des mesures supplémentaires fortes. Des mesures en accord avec les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. À cet égard, les deux pays seront en concertation étroite. Le président Donald Trump a fait de la situation nord-coréenne une priorité lors de sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping la semaine dernière. Ah, faut-il craindre une guerre? On en parle avec Anne Kratz, historienne spécialiste des affaires étrangères américaines. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur notamment de JP Morgan, un capitaliste américain. C'est paru aux éditions des Belles Lettres. Face à vous, Juliette Morillo, historienne et spécialiste des deux Corées. Vous êtes journaliste également, auteur de La Corée du Nord en 100 questions avec Dorian Malovic, qui est déjà intervenu à de nombreuses reprises sur ce sujet, ici même sur notre antenne. C'est paru aux éditions Taillandier l'année dernière. Anne Kratz, Donald Trump a à nouveau tweeté au réveil, comme il en a souvent l'habitude, en affirmant, je cite, sa grande confiance, on va le voir son tweet, dans la Chine pour aider à résoudre le dossier du programme nucléaire de la Corée du Nord. Mais s'ils ne le peuvent pas, sous-entendu les Chinois, eh bien les États-Unis, avec leurs alliés, s'en chargeront. Une nouvelle mise en garde. Alors faut-il y voir ce recours à la Chine en toute confiance, semble-t-il, un changement de pied de la part de Donald Trump qu'on a connu très méfiant dans le passé envers la Chine? Ou est-ce qu'on est toujours finalement dans le même registre de la menace d'intervention, d'après vous? Un peu les deux, mon capitaine. Depuis que Trump a rencontré Xi Jinping, il s'est trouvé assez d'accord avec lui à la façon de Trump, c'est-à-dire une réaction immédiate, émotionnelle, etc. Par contre, les Chinois, eux, ils ont bien compris que Trump est capable de beaucoup de choses, y compris, comme il a l'air d'être en train de le montrer, de frapper la Corée du Nord si nécessaire. Ça, je pense qu'il en est tout à fait capable. Et donc, il fallait qu'il fasse quelque chose. Ils ont commencé par refuser plusieurs chargements de charbon que la Corée du Nord, normalement, leur envoie. La Corée du Nord étant le premier, plutôt la Chine étant le premier client de la Corée du Nord. Donc, ils ont fait ce geste-là. La Chine. Cependant, il faut dire qu'on partait d'une augmentation de près de 20% des importations en provenance de Corée du Nord pour le début de l'année en Chine. Oui, donc, contrairement aux préventions qu'ont un certain nombre de pays, y compris au sein du Conseil de sécurité, la Chine, jusqu'à présent, n'avait pas freiné ces échanges. C'est tout à fait exact. Mais cependant, la Chine est de toute façon extrêmement irritée contre les États-Unis au sujet de la Corée du Nord, parce que les Américains viennent de déployer un système de missiles qui s'appelle THAAD, Terminal High Altitude Area Defense Missile, en Corée, et ça a beaucoup déplu, en Corée du Sud, bien sûr, pardon, ça a beaucoup déplu aux Chinois. Et donc les Chinois sont en quelque sorte menacés également par l'envoi de cette espèce de canonnière, si on peut l'appeler comme ça, qui est l'escadre américaine qui fait route en ce moment vers la Corée du Nord. Donc il est certain qu'il fallait qu'ils fassent un geste, de toute façon. Et ce geste, ils l'ont déjà fait un petit peu, peut-être pas assez, mais il n'est pas impossible que Trump soit dans une position de se montrer encore plus ferme avec la Chine et que celle-ci soit d'accord pour faire un geste supplémentaire. Juliette Morillo, la Corée du Nord, elle, dans sa rhétorique habituelle à l'égard des États-Unis, elle se prépare réellement à la guerre, d'après vous?
Mais la Corée du Nord se prépare depuis des années à la guerre. Il faut savoir que dans la situation actuelle, je vous ferai remarquer que j'ai été là souvent sur ce plateau et souvent à la même époque de l'année, parce que c'est l'époque des réjouissances en Corée du Nord, des époques de grandes fêtes nationales, à l'occasion desquelles il y a des essais nucléaires. Il y en avait un en janvier dernier. Vous avez des essais de missiles. La Corée du Nord se juge sous menace américaine. Ce qui change aujourd'hui, c'est la présence de Trump. On entend souvent des experts dédramatiser la situation en nous disant que finalement, il y a quand même une part de folklore, de théâtre de la part de la Corée du Nord. Est-ce qu'il y a le sentiment réel aujourd'hui d'une possibilité d'entrer en guerre imminente, d'après vous ? Alors, la Corée du Nord se sent depuis des années sous menace américaine. La Corée du Nord n'attaquera jamais la première. En revanche, si elle est attaquée d'une façon ou d'une autre, elle rétorquera. Et ce qui rend la situation dangereuse, c'est que bien sûr, elle possède l'arme nucléaire. Mais même sans arme nucléaire, il faut savoir que la Corée du Sud est la capitale sud-coréenne tentaculaire, avec ses 24 millions d'habitants, est à portée de l'artillerie nord-coréenne. Donc un conflit déclencherait un véritable cataclysme. Oui. La question est, est-ce que Trump va se lancer là-dedans ? Sur la foi, en tout cas, d'images satellite, le site 38 North, le 38e parallèle, affirme qu'un site d'essai nucléaire est amorcé et prêt à servir. Il aurait même procédé, et ça c'est l'agence officielle nord-coréenne qui le dit, à des tests. Oui, alors on n'exclut pas du tout un 6e test. La Corée du Nord est une puissance de facto, est une puissance nucléaire. Et cette puissance nucléaire, finalement, cette arme, c'est leur assurance vie. En fait, la Corée du Nord, ce qu'elle veut, paradoxalement, c'est un dialogue avec les États-Unis. Une reconnaissance. Une reconnaissance diplomatique. Elle veut traiter d'égal à égal. C'est inscrit dans sa constitution avec les États-Unis. Et ça, Anne-Kratz, c'est pas un caillou dans la chaussure de la Chine, finalement, qui n'a pas tellement intérêt à voir la Corée du Nord dialoguer directement avec les États-Unis, non ? Oui, bien sûr, mais enfin, de toute façon, c'est pas demain la veille que la Corée du Nord va dialoguer directement avec les États-Unis. D'autre part, il faut souligner, et ça vous le savez sans doute mieux que moi, que l'idéologie première de la Corée du Nord, c'est ce qu'on appelle le juche ou juche, c'est-à-dire l'autopréservation. C'est une doctrine idéologique qui avait été mise sur pied il y a déjà très longtemps pour faire pièce, à l'influence soviétique. Et c'est ça surtout qui informe toute leur démarche. C'est ce concept-là d'autopréservation déjà. Donc effectivement, comme vous le disiez si justement, l'arme nucléaire, c'est leur assurance vie. Mais l'arme nucléaire qu'ils ont, elle n'est pas encore malgré tout très opérationnelle. Ils n'ont pas de missiles intercontinentaux, balistiques intercontinentaux avec tête nucléaire. Donc ils sont loin de pouvoir contrecarrer, si vous voulez, une attaque qui viendrait des États-Unis ou d'ailleurs. Vous nous dites la Corée du Nord aujourd'hui n'agressera pas la première, ne cherchera pas à entrer en conflit directement avec les États-Unis ou même avec la Corée du Sud. Le fait est qu'elle détient l'arme nucléaire aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Pourquoi donc cherche-t-elle à développer ses capacités balistiques moyennes et longues portées ? Parce que là, on peut comprendre que l'Occident y voit directement un signe d'agression. Alors, c'est tout simplement, je reprends ce que nous disions, c'est que la doctrine nord-coréenne, le juche, est basée sur la volonté de traiter d'égal à égal avec les grandes puissances. En menaçant de les frapper ? Non, ils ne menacent de frapper personne, ils se sentent. Mais il faut essayer de rentrer dans ce que veulent. Il ne s'agit pas d'approuver la Corée du Nord, mais essayer de comprendre ce qu'ils veulent. Eux se sentent directement menacés par les États-Unis. Ils ont construit cette puissance nucléaire au lendemain de la guerre. Ils ont été directement... À l'abri du parapluie chinois, est-ce qu'il y avait besoin d'entrer dans un tel degré d'agressivité immédiate à l'égard de ses voisins ? Mettez-vous à la place de Pyongyang. Ils ont quand même des Américains qui sont basés à Okinawa, 30 000 Américains de l'autre côté de la frontière, le fameux bouclier antimissile, et ils sont encerclés de puissances plus ou moins hostiles. Et même la Chine, ils ne veulent pas l'écouter. Ils n'hésitent pas à commettre, si nécessaire, des meurtres et des enlèvements chez les pays voisins. Alors, il faut être prudent. J'imagine que vous faites allusion au meurtre de Kim Jong-nam. Oui, rien de récent, mais on a d'autres exemples précédemment de personnes qui ont été enlevées, on le sait. Oui, mais ça remonte quand même. Oui, mais ça remonte quand même. La Corée du Nord a évolué. Tout ça remonte quand même aux années 90, aux années 80. Là, vous avez quand même un nouveau dirigeant. Et la donne a véritablement changé.
Oui, je ne suis pas sûr que ce soit forcément perceptible vu d'ici en tout cas, sauf évidemment aux yeux des experts comme vous qui lisez bien l'évolution de la politique intérieure de la Corée du Nord. Ce que nous dit par exemple Voice of America aujourd'hui, c'est que la Corée du Nord aurait placé un engin nucléaire dans un tunnel qui pourrait être lancé dès samedi matin. C'est-à-dire qu'on est peut-être à l'avant-veille du déclenchement d'une guerre. Ils peuvent bien sûr réagir immédiatement, mais encore une fois, il y a une chose qui est importante, c'est cette proximité avec la Corée du Sud. D'abord, la Corée du Sud n'acceptera peut-être pas que Trump, pas plus que le Japon ne l'acceptera, que Trump intervienne directement. Et le cataclysme serait énorme, parce que s'ils réagissent, la capitale sud-coréenne est véritablement toute proche. Si Trump voulait vraiment reprendre les choses en main, il prendrait Air Force One et irait dialoguer directement à Pyongyang, et finalement, ça pourrait calmer la situation. Oui. Je pense qu'il n'y a aucune chance que Trump veuille aller dialoguer avec Pyongyang. Et pourquoi le ferait-il de son point de vue? Parce qu'il est infiniment plus fort que la Corée du Nord, même avec ces soi-disant armes nucléaires qui n'en sont pas vraiment. Ils ont des bombes, si vous voulez, mais ils n'ont pas de missiles avec des têtes nucléaires. Il n'est pas dans une logique diplomatique, c'est ce que vous dites, Donald Trump depuis le début, dans une logique de pur rapport de force. C'est la diplomatie de la canonnière, c'est ce que je disais hier soir. On envoie des forces importantes. Cela dit, c'est pas la première fois. De ce point de vue, vous pensez que le bombardement en Syrie est aussi un message adressé à la Corée du Nord? C'est un message adressé à la Corée du Nord, à la Russie et à la Chine, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la Russie a une frontière assez longue avec Pyongyang et que, alors là, du coup, Vladivostok est à portée de missiles de la Corée du Nord. Mais on n'a pas besoin de missiles. On n'a pas besoin de missiles pour faire des dégâts. La capitale, Séoul, est à portée d'artillerie. Oui, bien sûr. Donc les dégâts peuvent être immenses, immédiatement, très rapidement, avec même des missiles à courte portée et à moyenne portée. On n'a pas besoin de l'arme nucléaire tout de suite. À portée d'artillerie, vous oubliez que ça serait très difficile. La zone qu'on appelle démilitarisée est pleine de militaires et pleine de missiles intercepteurs. Les Coréens ont les missiles patriotes qui sont faits pour intercepter d'autres missiles. Et la flotte américaine qui vogue en ce moment vers la Corée du Nord est équipée d'un armement Aegis qui est également fait pour à la fois attaquer et intercepter. Donc je ne vois pas ce que pourrait vraiment faire l'artillerie des Nord-Coréens. Oui, bien sûr, ça tuerait un certain nombre de soldats de la zone démilitarisée et peut-être atteindrait la capitale Séoul, mais ça déclencherait un cataclysme très rapidement, puisque finalement tout le monde est bloqué le long de cette fameuse frontière et on n'a pas forcément besoin de l'arme nucléaire. Oui, bien sûr, mais je crois véritablement que là, la Corée du Nord, avec son artillerie telle qu'elle est, ne peut absolument pas faire concurrence aux forces armées qui sont en place. C'est bien là le danger. Plus l'artillerie et plus l'armée conventionnelle est finalement relativement antique, plus la Corée du Nord risque d'utiliser son arme nucléaire. De se reposer sur son arme nucléaire. Mais elle n'a pas d'arme nucléaire, je vous le répète. Elle n'a pas véritablement d'arme nucléaire. Elle a la bombe, elle peut faire des tests nucléaires. Elle est capable de miniaturiser une arme et de la mettre sur... Donc elle ne peut pas les mettre sur des têtes de missiles. Donc elle n'a pas, véritablement parlant, d'arme nucléaire. Juliette Murillo, la Corée du Nord a déjà procédé à 5 essais nucléaires souterrains et également un certain nombre de tirs de missiles balistiques. C'est ce qui d'ailleurs déclenche ou semble déclencher aujourd'hui la réaction américaine. Qu'est-ce qui peut la faire à présent changer de trajectoire, sachant que les régimes des sanctions visiblement votés jusque-là par les Nations Unies n'y ont pas suffi? Alors les sanctions ne changeront rien. La Chine également, elle n'écoutera pas. La Corée du Nord ne se laissera jamais dicter quoi que ce soit par Pékin. Donc Pékin, comme vous le disiez tout à l'heure, est embarrassé parce que d'un côté, Pékin voudrait se mettre dans le concert des nations internationales, vote les sanctions, essaie de limiter ce qu'on disait pour le charbon tout à l'heure, mais sur le terrain, a une autre attitude parce qu'ils n'ont pas envie que la Corée du Nord finalement devienne une péninsule, que la Corée devienne une péninsule unifiée, nucléarisée et américanisée à ses portes. La Chine veut maintenir au minimum un tampon à ses frontières, c'est ce que vous dites? Oui, je pense que... Mais la Chine, et en plus, la Chine ne laissera pas tomber Pyongyang. Comme vous le disiez tout à l'heure, la Chine se sent directement, et c'est là où c'est très très ambivalent, se sent directement menacée par ce fameux bouclier antimissile THAAD qui a été déployé au sud de la péninsule. Donc la position de la Chine est très ambiguë dans tout Donc la Chine n'a pas forcément la volonté aujourd'hui même de contraindre la Corée du Nord à changer d'attitude? Il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a ce qu'elle dit
officiellement et ce qui est fait dans la pratique. Ce qui est fait dans la pratique, c'est qu'on voit qu'il y a encore des échanges le long de la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. La Chine a à ce point besoin du charbon nord-coréen, très franchement. Non, c'est pas le charbon nord-coréen. D'ailleurs, il y a des choses plus intéressantes en Corée du Nord. Vous avez déjà les terres rares. Mais c'est surtout que la Chine n'a pas... En fait, la Corée du Nord, depuis des années, joue d'une sorte de statu quo international. Les États-Unis, leur seule raison d'être dans cette partie du monde, c'est la montée en puissance chinoise qui les inquiète énormément. Et la Chine, de son côté, n'a pas envie d'une péninsule réunifiée, américanisée. Finalement, la Corée du Nord, c'est un prétexte aujourd'hui à l'envoi de ces navires de guerre américains. Est-ce que la vraie raison, c'est pas finalement la Chine et la présence chinoise en mer de Chine? Écoutez, les Américains sont présents dans la région depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est certain qu'ils sont très concernés par leurs alliés, les Japonais, qui sont d'ailleurs sur le point de vouloir se remilitariser. Parce qu'eux aussi, ils ont peur de... Alors là, pour le coup, Pyongyang a des missiles qui peuvent arriver jusqu'au Japon, et notamment sur la base d'Okinawa, où il y a des soldats américains. Donc les Américains sont là depuis très longtemps. Ce n'était pas seulement au départ pour contrecarrer la Chine. Enfin, évidemment, à ce moment-là, elle était communiste. On ne peut pas rester sans réagir aux essais nucléaires et balistiques nord-coréens, c'est ce que vous dites. Ils ne peuvent pas rester sans réagir à cause aussi de la pression de leurs alliés japonais, notamment, et taïwanais. Les Chinois, eux, sont très embarrassés, comme vous le soulignez justement, parce qu'ils ne veulent pas non plus que les Coréens du Nord émigrent massivement en Chine, si jamais le pays était détruit par des attaques américaines. C'est une situation qui est à la fois très dangereuse, mais qu'on a connue auparavant. Ce n'est pas la première fois qu'une flotte américaine se dirige vers la Corée du Nord. Le président Obama avait fait plus ou moins la même chose en 2010, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas les missiles THAAD. Le problème, c'est M. Trump, comme vous le disiez vous-même, parce que lui, il est imprévisible. Et je crois quand même que, comme il s'est entouré de militaires, et que l'Amérique est devenue, depuis maintenant une trentaine d'années, il faut bien le dire, un pays qui se militarise à outrance et qui a une approche militariste parce que sa force militaire est absolument incommensurable et personne ne peut faire pièce à cette force militaire. Donc ils se disent la Corée du Nord constitue un danger pour nos alliés et éventuellement pour nous-mêmes. On va essayer de frapper un coup, on va essayer de faire un exemple parce que de toute façon, la Corée du Nord ne peut pas toucher le territoire physique des États-Unis à l'heure actuelle. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu... avec le risque de dégâts collatéraux. Alors non, elle ne peut pas toucher actuellement les États-Unis, mais comme vous le disiez tout à l'heure, elle peut toucher les bases d'Okinawa, elle peut toucher les forces américaines en Corée du Sud, elle peut toucher la Corée du Sud. Donc le danger est réel. Et en fait, c'est pas tellement, cette fois-ci, c'est pas tellement la Corée du Nord qui est imprévisible. C'est comme vous le disiez, c'est Trump. C'est aussi toute la situation, le contexte géopolitique local. N'oubliez pas, alors vous avez, comme vous le soulignez également aussi, le Japon qui est en train de se remilitariser, mais en Corée du Sud, vous avez une vacance de pouvoir. Oui. N'oubliez pas que la présidente a été destituée. Oui. Donc tout ça, c'est très volatile. Dans un pays qui a aussi un lourd passé militaire hein, et de gouvernement de l'armée. Et la personne qui risque d'être élue après la présidente qui vient d'être emprisonnée, peut-être sera moins disposée que la précédente à adopter une attitude combative envers la Corée du Nord. C'est ça aussi qui inquiète l'administration américaine. Oui. Ça fait beaucoup de questions évidemment sur ce sujet. On voit qu'on n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup Anne Kratz d'avoir été avec nous. Merci à Juliette Morillo. C'est la fin de ce premier Face à Face. Retour dans un instant au débat de France 24.